Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Après 20 ans à tenir, à compenser, à porter le soin à bout de bras, Juliette craque. Dans cette deuxième partie, elle revient sur l'enchaînement des pertes, des pressions et ce qu'elle appelle la grande fatigue morale. Une parole précieuse sur tout ce que le système ne veut pas voir tant qu'on continue à avancer. Mais tu avais l'impression qu'on attendait de toi, en tous les cas, que tu deviennes un robot ? Je dirais oui. Ouais. Mais ouais. Là, moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, en réflexion personnelle, c'est que j'ai beaucoup, c'est marrant parce que je devais avoir la tête de l'emploi, parce que quand il y avait des élèves, c'était en fait souvent vers moi qu'on les renvoyait. Donc bon, après avec plaisir, mais c'est vrai que des fois, je me suis agacée envers mes collègues, gentiment, mais en leur faisant comprendre que, tu sais, quand on a cette directive de dire, oh, tiens, il y a un élève, tiens, tu peux le prendre, machin. Oui, je veux bien. J'ai pas une formation de plus que les autres et que c'est pareil pour moi quand j'ai une grosse charge de travail et d'encadrer quelqu'un, ça prend beaucoup de temps parce que vous expliquez de A à Z comment ça se passe pour que la personne déjà elle apprivoise tout le milieu et puis parce qu'il y a tellement de choses que c'est un gros boulot, ça prend du temps. Bon après, j'ai toujours eu à cœur de le faire, mais comme je disais à mes collègues, comme toi en fait, tu veux te décharger, moi aussi ça m'irait bien de pas le faire parce que mon programme de la journée va donner ça, mais ce que je dirais, c'est que dans beaucoup d'élèves que j'ai encadrés, souvent je me reconnaissais dans l'élève que j'ai été. Et plus le temps a passé, et plus je me suis rendu compte que je me reconnaissais plus du tout dans les personnes, pas toutes, mais de moins en moins dans les futurs professionnels qui allaient sortir. Et ça me plaisait pas beaucoup. Sur quelle dimension, par exemple, pour illustrer ça ? Moi, j'ai le souvenir d'un élève, alors en plus, c'était le seul été où j'ai pris 3 semaines d'affilée parce que je fallait 2019, ça a été vraiment avant tout craque, mais vraiment là, moi j'ai fait la coupure 3 semaines et puis vraiment tout coupé parce que vraiment j'avais besoin. Et ce jeune homme, parce qu'après ça a tout changé dans le diplôme d'infirmier, il y a des systèmes de tuteurs, les encadrants et compagnie, c'est pas les mêmes. Et moi j'étais sa tutrice. Et ce garçon, il est arrivé, c'était fin juin, il devait démarrer sur notre équipe. Et puis, comme ça faisait, en fait, notre planning, la semaine où il a démarré, il n'était pas avec nous parce que c'était une semaine joker. On avait une semaine joker au milieu de notre planning qui faisait qu'on bougeait sur toutes les autres équipes. Donc, il est arrivé là, on ne l'a pas encadré. Et quand il nous a rejoints, donc il savait que j'étais sa tutrice, donc en attaque de lui, tatati, tatata. Et ce garçon, tout de suite, il me dit, il me faudra, parce que eux, quand ils arrivent sur leur cursus en juillet, ils sont sur leur fin de formation. Et donc, il faut remplir ce qu'on s'appelle les appréciations, tout ça. Il arrive et il me dit, il faudra que tu remplisses l'attestation rapidement, machin, parce que c'est pour mes notes. Ok, je comprends. Et en fait, il mettait la pression. Et à un moment, je lui explique, je lui dis, moi, je vais pas remplir un document pour lequel je ne t'ai pas encadré. Je sais pas comment tu travailles. C'est mes autres collègues des autres équipes. Il faut que je prenne le temps et c'est très compliqué en réa parce que soit vous avez une contre-équipe et on se voit au relève, mais quand vous n'êtes pas sur les mêmes, quand on se croise pas, il peut se passer beaucoup de temps. Donc il faut rentrer en contact avec les gens. Après ça se fait, mais voilà. Et du coup, comme j'explique, il faut jouer avec les autres collègues qui t'ont cadré la semaine dernière. Il faut se poser quand même une petite semaine le temps de voir parce que voilà. Et on avait eu la mauvaise expérience d'une autre personne qui était passée chez nous, qui a eu son diplôme, qui est venue travailler et en fait, ça a été une catastrophe. Et pourtant, c'est quelqu'un à qui le diplôme a été donné, par des personnes assermentées. Donc pour moi, c'est que professionnellement, vous êtes apte et que le jour où on vous lâche, même si vous êtes toujours chapeauté par l'équipe, parce que c'est le but, comme moi je l'ai été, notamment avec des aides-soignants, parce que c'est vos super bras droits. Quand vous démarrez, je vous garantis que l'équipe, elle a tout son sens. Et moi, j'étais restée sur ce cas de figure qui était récent, et donc ce jeune homme qui continuait, jeune homme, parce que c'était une reconversion, qui insistait, il y a un moment, il a commencé de me gonfler, puisqu'en plus, moi, j'étais en train d'être remontée comme au cran, mais poliment, je lui ai expliqué cette situation. Je lui ai dit, écoute,
On a eu quelqu'un qui est passé chez nous en stage pré-pro, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'ai pas encadré, donc j'en sais rien, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai pas eu les retours, ça me regardait pas. Mais ce que je sais, c'est quand cette personne est revenue avec les commandes en main, ça a été une cata. Enfin, quand en fait vous avez votre supérieur qui vient vous voir pour vous dire cette personne va s'occuper de ce patient-là. Par contre, vous allez vérifier tout ce qu'elle va injecter. Ouais, alors bon, il y a un moment, je veux bien chapeauter, mais je suis pas là pour faire son job. C'est où elle est apte, où elle l'est pas. Puis vous passez pourquoi quand votre patient dont vous êtes occupé pendant plusieurs jours, il vous connaît et il vous voit venir vérifier et en fait vous repartez et c'est pas vous qui faites les injections. Enfin, je sais pas, les gens ils sont pas bêtes non plus. Ils ont vécu cette situation super inconfortable. Mais moi, ce garçon, j'ai voulu lui faire comprendre que je ne sais pas ce que tu vaux sur le terrain, donc non, je ne mettrai pas ma signature, je vais pas remplir un truc bidon, parce qu'en fait, j'ai mes responsabilités. Derrière, du coup, moi, je suis partie en congé. Et quand je suis revenue, je me suis intéressée, parce que, on s'est pas croisés, puisqu'après, il y a eu des vacances pour lui. Et quand je suis revenue et que j'ai demandé comment s'était passé le stage, on m'a dit, c'est pas compliqué. La personne, elle a fait sa deuxième semaine de stage. Une fois qu'elle a récupéré son petit papier, complètement désintéressée. Et en fait, elle faisait plus rien. Voilà. Ça, c'est les soignants, pas tous, mais c'est les soignants auxquels vous pouvez être confrontés demain. Ah. Franchement, moi, je trouve ça flippant. C'est pour ça que c'est quand je dis je me reconnaissais de moins en moins, pas tout le monde, hein, parce que j'ai croisé des chouettes personnes et moi j'ai le souvenir d'un de mes collègues qui est devenu mon collègue, que j'ai encadré quand il était bébé infirmier et moi quand on est venu me demander ma cadre, quand elle nous a demandé, parce qu'il l'a fait 2 fois 5 semaines, c'était comme ça les stages pré-pro, ça a été un super bras droit à un moment justement quand des périodes où on a eu énormément de boulot, où on l'avait bien encadré et en fait c'était quelqu'un qui était apte déjà à prendre à un patient que nous on nommait chronique, ces patients parfois qui restait longtemps dans le service, qui demandait pas trop de choses techniques, en fait, il était totalement apte à s'en occuper. Et franchement, quand vous êtes super occupé, rien qui vous prend beaucoup de temps, c'est pépite parce que vous savez que votre autre patient que vous voyez pas, il est en sécurité. Et donc, mon petit collègue, quand il a fini ses périodes de stage, je sais qu'à un moment, j'avais été sa référente et ma surveillante est venue me demander qu'est-ce que tu en penses et voilà. Moi, je lui ai dit en fait, faut mettre le grappin tout de suite dessus. On a quelqu'un de très bien et voilà. Et je me suis pas trompée. Heureusement, il reste encore des gens qui sont très engagés et c'est super. Mais parfois, on avait l'impression que il y avait des jeunes élèves qui passaient en rouge avec de la lumière. Tu veux que je veux faire cette formation, ouais, attention, parce que non, c'est pas une formation qu'on fait parce qu'on a vu que ça faisait l'air bien en fait, parce que quand on s'engage derrière. C'est des responsabilités, c'est un métier qui prend beaucoup en fait. Et pour revenir alors, tu vois, sur cette période où tu as craqué, donc là on est je pense en octobre 2020. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, quelque chose qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou il y a eu un événement déclencheur qui t'a fait basculer, ou comment cette bascule s'est opérée C'est vraiment c'est un enchaînement de choses en fait. Là, je le vois sur mon papier. Allez, dis-nous ce qu'il y a sur ton papier. Le papier, il s'est enchaîné. Le papier, il a commencé en 2016. Décès d'une collègue brutale de mon équipe. On n'a pas bien su ce qui s'est passé. Première déception, c'est les mots que j'ai mis en lumière. Merci parce que du coup, j'ai travaillé dessus et c'était la première déception au niveau de l'équipe médicale parce qu'en fait, notre collègue est décédé brutalement. Enfin, ça a été un contexte très particulier. Et on a eu l'impression que sur un plan médical, en fait, il manque une personne à bord. Et c'est pas grave, en fait, le boulot, il continue. Toute l'équipe est mal, mais encore plus l'équipe officielle de cette personne. Mais c'est pas grave, en fait, la Terre s'arrête pas de tourner. C'est dur. C'est très, très dur. Ces funérailles, on n'avait qu'un médecin, qui a été représentant des autres, mais c'est hard. C'était en plus quelqu'un qui bossait là depuis un petit moment quand même, donc et quand bien même si c'était quelqu'un qui était là depuis un mois, c'est quelqu'un de l'équipe. Donc première déception, début janvier 2017, un décès dans mon entourage, voisine de mes parents, avec qui à côté de qui j'ai grandi, pareil, brutal, donc ça a été la claque. Fin d'année 2017, je me suis retrouvée, manque de bol, l'Anatole, comme je dis, avec ma belle-sœur dans mon service. Je l'ai su juste avant de partir travailler. Ça a été une sacrée claque. Elle va bien aujourd'hui, mais moi je partais bosser le vendredi matin.
Je travaillais de jour et en fait, mon beau-frère a essayé de m'envoyer un message, mais ça marchait. En fait, ça passait mal dans la maison. Il m'a envoyé un gros message qui arrive en 2 parties. J'ai reçu la deuxième partie en premier, donc je comprenais rien parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était une chaîne de messages comme ça se faisait à l'époque quand il fallait faire suivre des chaînes de messages en message mail ou SMS. Et puis, comme j'avais pas le début, je comprenais pas, mais c'était bizarre parce que ça parlait tuyau et ça m'a étrangement ramené à l'aria. Et puis, je bouge dans la maison à un moment, j'allais partir et là, je reçois le début du message. Ah. Et là, je lis le début du message et nom de Dieu, ma belle-sœur, en fait, a fait un arrêt cardiaque dans la nuit. En fait, il a fait la réanimation, départ avec le SAMU et du coup, dans mon service. Donc là, vous vous retrouvez en train de plus savoir quoi faire parce que je fais quoi, en fait. Donc, comme il était tout seul, il avait prévenu, il y avait que mon beau-père qui était au courant. J'ai dit, bon, mais de toute façon, je suis partie pour y aller. Je le laisse pas tout seul. Et donc, mais quand mes collègues vont, je vais arriver, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fous là? Et j'ai dit, mais déjà, j'ai mon beau-frère, je vais pas le laisser. Et puis, en fait, voilà, la cadre adjointe m'a dit, non, mais tu restes pas là. Enfin, voilà, on va se démerder aujourd'hui. Tu viens pas bosser. Tout est rentré dans l'ordre, donc c'est chouette. Mais du coup, ouais, c'était une sacrée claque. Et puis, 2018, l'année des 40 ans. Peut-être la crise de la quarantaine. J'ai fait une formation d'hypnopraticien. Donc, c'était sur 7 séquences, donc du mois de février au mois de juin. La personne qui nous a encadrés nous avait bien prévenu en nous disant, attention, c'est une formation, ça risque de remuer. Je confirme, ça a bien remué des choses à l'intérieur. J'ai pas compris sur le moment ce que ça remuait, mais je l'ai compris après. Mai 2018, décès d'un médecin chez nous, dans notre service. Pareil, brutal. Et alors, la deuxième déception, parce que du coup, voilà, après, paix à son âme, hein, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé, il y a pas, enfin, voilà, c'est très, très triste, enfin, c'est un choc. Mais l'équipe médicale ne s'est pas comportée de la même manière que pour le décès de ma collègue. Et là, par contre, tout le monde s'est mobilisé pour aller aux funérailles, enfin, là, annuler des choses dans le service, des réunions éthiques, enfin, ouais, alors ça fait mal, quoi, parce que vraiment, vous voyez vraiment à quel rang vous êtes. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Parallèlement, il y a eu un remaniement de service. Donc, suite à ça, on a reçu nos collègues qui connaissaient pas forcément l'ARIA, qui avaient un projet. Donc, il a fallu tout réorganiser. Enfin, ça s'est fait en 15 jours. Hein. La décision, elle a été prise et action-réaction. Et il a fallu s'adapter. Et nous, en fait, en bas, donc ça a été... ouais, c'était compliqué. C'est ce qui a fait la situation quand moi, du coup, je me suis retrouvée dépassée parce que mon autre collègue qui venait de ce service-là, était en cours de formation et forcément, elle pouvait pas tout absorber non plus. Et puis, ici, l'événement qui va continuer, c'est en octobre 2018. En fait, je vais accompagner ma grand-mère jusqu'au bout, qui était en soins intensifs, qui en fait est rentrée pour un souci d'occlusion intestinale. Les premières suites vont pas trop mal se passer, mais forcément, quand on a 93 ans, ça peut vite dérailler. Et puis, en fait, sur la fin de semaine, elle se dégrade. Moi, je comprends très très vite que c'est la fin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, moi, j'étais très au clair parce que proche de ma grand-mère, je savais que de toute façon, ayant perdu mon grand-père, elle attendait que papy vienne la chercher et qu'elle savait qu'un jour elle s'en irait. Donc voilà, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Ça a été à la fois une forme d'apaisement, c'est particulier à expliquer. Dans le deuil, ça, je sais pas comment dire, c'est une sorte d'accomplissement, ça apaise. Par contre, le boomerang, il est revenu derrière et il a fait mal parce que je pense que c'est là-dessus, on me l'a expliqué après, mais c'est vrai qu'en tant que soignant, quand on passe de l'autre côté de la barrière et que ça va jusqu'au bout, jusqu'à un accompagnement de fin de vie, et derrière, vous revenez plus du tout pareil, et ça, c'est une réalité. Et je pense que l'histoire du filtre, quand j'ai senti mon filtre partir, je pense que voilà, tout ça, en fait, ça a joué. De quel filtre tu parles? Ton filtre ce filtre, au niveau, par rapport à ce que j'expliquais quand j'ai craqué dans la chambre, quand mon médecin était en train de voir la famille, expliquer que malheureusement, voilà, malgré toutes les thérapeutiques qui étaient en place, l'issue va être fatale parce que on essaye tout, on tente le tout pour le tout, mais malheureusement, le souci est tellement majeur qu'on ne pourra pas lutter. En fait, pleurer avec la famille, il y a un problème. Parce que moi, je suis pas là pour pleurer, je suis là pour les épauler. Alors, on est des humains, hein, parce que parfois, il y a des situations particulières qui ont fait que. Mais voilà, je pense que quand on est en famille comme ça, on veut du réconfort, mais bon, trouver le soignant en larmes. Et voilà, c'est ce filtre qui fait, c'est une barrière où ça se met automatiquement. Après, on est tous différents, mais bon, après, on vous explique à l'école que quand vous avez fini votre poste, c'est fini. En fait, on ferme la porte, machin, ça marche pas comme ça. Hein. Mais bon, il faut apprendre, à laisser certaines choses, pas tout ramener à la maison, parce que parfois c'est dur. Et du coup, voilà, je pense que ce filtre, en fait, tout doucement,
il s'est étiolé jusqu'à moi me rendre compte que, ouais, il y a un moment, quand tu pleures et puis les je sais pas, j'ai dû les cumuler ou j'en avais plus conscience, mais quand on allait voir les familles, quand on recevait un nouveau patient, on voyait automatiquement les familles en salle de réunion. Donc l'équipe soignante, l'infirmier, l'aide-soignant, le médecin référent. Plusieurs fois, je me suis sentie en fait mal dans ces entretiens parce qu'en fait, souvent, c'était des entretiens, qui annonçaient des situations critiques et qui allaient mal se finir. De toute façon, on allait aller vers le décès et en fait, j'ai pris conscience plusieurs fois où je me suis dit: «Je vais pleurer, c'est pas possible, quoi» et c'est pas non ça enfin, voilà, c'est jamais arrivé avant. Il y a des situations qui remuaient, mais là, c'était répétitif et ouais, il y a un moment, on se dit: «Ça va plus, Ouais, il y a ouais. un problème» et du coup, 2019, ça va être le bilan de compétences parce que oui, il y a eu tout un ensemble de choses. Oui, bilan de compétences, toute seule comme une grande. J'ai vu une conférence dans ma ville. C'était l'association, de la ville qui faisait ça, une conférence sur le burn-out. C'est marrant, comme des fois on est attiré par des choses et j'y suis allée, c'était mai 2019 et là ça a été, une autre claque parce que du coup, en plus, moi comme je suis une bonne élève, non, en fait, j'aime pas je suis grande et des fois j'aime bien être devant pour bien entendre les conférences, pour, voilà, pas être gênée devant quelqu'un. Donc là, je m'étais bien mis devant et le monsieur qui nous a expliqué, le mur du burn-out, c'est que ça tire, tire, tire sur la corde, ça tire, mais on n'écoute pas. Et puis à un moment, on se retrouve devant ce mur et au lieu de le contourner, en fait, on va y taper dedans et puis on va tirer sur la corde. Et il y a un moment, badaboum. Et quand il a mis son diapo, je me suis vue devant le mur en train de me taper la tête. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Et là, mais je me suis sentie très mal. Les larmes sont arrivées d'un coup. Donc, imaginez, j'étais devant le mec qui faisait sa conférence. Et là, je commence à pleurer, quoi. Donc je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui t'arrive?» et puis, c'est parti, bon, je l'ai pris sur moi, mais c'était super dur. On en a discuté après et en fait, c'était pas loin de chez moi, donc j'étais montée à pied et je suis redescendue en pleurant comme une madeleine. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que j'étais là devant mon mur et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est là que j'ai fait mon bilan de compétences dans les suites et puis, j'ai commencé de regarder pour changer de service. Ça n'a pas fonctionné la première fois. J'ai postulé sur un autre truc, plus du tout sur l'hôpital. C'était juste avant le Covid. Et en fait, pendant le Covid, il a fallu, de toute façon, réquisitionner. De toute façon, les RIA, c'était vite vu, hein, vous n'aviez pas le choix, hein, il fallait aller bosser. Et en fait, je crois que ça a été la période la plus, ouais, le stress, il est monté très, très haut, quoi. Parce Ouais. que, ça a été une période un peu particulière où il fallait aller guerroyer, comme disait notre président. Voilà, et en fait, guerroyer, mais contre quoi? On savait pas trop parce qu'on n'avait aucune info. On savait pas ce virus, quel risque on prend, déjà pour nous, en y rentrant, et puis pour nos familles derrière, quoi. Donc, ouais, ça a été un stress. Moi, je me revois pleurer dans les bras de mon mari, quoi, en lui disant, en fait, je veux pas aller bosser, quoi. Je veux pas y aller parce que j'ai peur. Je sais pas. Et puis, ça s'est passé. Après, je pense que je me suis rendu compte aussi, j'ai peut-être eu je me suis réinvestie une dernière fois dans l'équipe parce que j'ai senti qu'en fait, là, si on se réunit, enfin les différentes équipes de notre service, en tout cas moi pour mon équipe, si on se fédérait pas à ce moment-là, en fait, ça allait être la cata, quoi. J'ai essayé de faire en sorte que ouais, tout parce que je faisais partie des plus anciennes de l'équipe avec mon autre collègue et ami et voilà, et en fait, fallait fédérer les liens à fond pour que ça se passe au mieux parce que sinon c'était ça allait être la cata et bon, globalement, ça s'est bien passé. Heureusement, on a retrouvé vraiment cet esprit, d'équipe qu'il y avait avant, qui se perd tout doucement et ça nous a permis de passer ce cap et puis voilà et puis, on est arrivé tout doucement à octobre 2020 et ça a été une succession d'événements qui sont tous cumulés les uns sur les autres et c'est vrai que voilà, quand je revois ce papier que j'avais fait à la maison de l'emploi, que la personne m'a fait faire, en fait, quand je l'ai regardé, elle me dit: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Et je lui dis: «C'est sacrément sombre à la fin, quoi». C'est très nécrologique parce que vraiment cette succession, de décès dans l'entourage et de morts, quoi. C'est bon. Maintenant, quand je le regarde, je me dis: «Bah oui, mais c'était de toute façon, une évidence que t'allais taper dans le mur, de manière brutale, quoi». Enfin, tu vois, on prend pas conscience ou on prend pas en considération les messages que nous envoie notre corps ou par exemple, là, tu craques C'est plusieurs fois par ailleurs précédemment, quoi et finalement, il y a un événement de plus qui fait la différence et puis, on bascule dans, le burn-out qui là, maintenant, de toute façon, ça a atteint ses limites au point que de toute façon, ce n'est plus possible de retourner travailler. Là, il faut prendre un autre temps sur soi pour, se reconstruire, pour, reprendre un peu, le contrôle de tout ça, remettre un peu des mots sur tout ce qui s'est passé. Parce que ce que j'entends, tu partages par ailleurs, hein,
c'est tous ces événements, quoi, petit à accumulé avec les pressions au travail, le travail qui se fait pas dans les meilleures conditions, qui t'amène à être en contradiction avec tes propres valeurs. Ah, je sais, Et un jour, j'ai un très bon collègue qui, du coup, est très observateur parce que c'est un collègue aide-soignant. Et un jour, on se retrouve, on travaillait de nuit, donc on est en train de réinstaller nos patients pour la nuit. Et à un moment, on papotait, et puis à un moment, il me regarde et il me dit, je vois bien que ça va pas. Et je lui dis, bah, pourquoi? Il me dit, mais je le vois que ça va pas. Je vois bien sur toi, dans ton attitude, mais je le sentais moi aussi. Il y a eu un moment, une forme, enfin, pas de désinvestissement, mais toutes les choses qui se mettaient en place dans le service. En fait, mais je les fuyais. J'avais plus envie de m'investir comme je l'ai fait pendant, toutes les nombreuses années, qui ont précédé, quoi. Et plus l'envie de s'investir parce qu'en fait, à quoi bon, quoi? Ça se sert, quoi. Et c'est vrai que mon collègue avait été très observateur parce que, ouais, ça commençait vraiment à se ressentir, enfin, quand on dit le non-verbal, hein, ça commençait à parler. Et voilà, même si, bah, j'ai essayé jusqu'au bout, enfin, pour moi, ça a toujours été ma ligne de conduite, enfin, voilà, je pense que j'ai trop résisté. En fait, voilà, je voulais pas que mes patients, en général, payent les pots cassés de tout ça. Et du coup, bah, c'est moi qui ai tout pris jusqu'au moment où, bah, en fait, il y a un moment, j'ai plus, enfin, ça a été la goutte d'eau, quoi. C'est le trop plein, en fait, ça a débordé et c'était plus possible, quoi, de prendre tout ça, en fait, sur mes seules épaules, quoi. enfin, là, je vais juste te renvoyer à un cliché qui est récurrent sur le burn-out, c'est pourquoi t'es pas parti plus tôt? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire avant de tomber, tu vois? Ben, je pense que il y a un moment, on s'installe aussi dans un certain confort de boulot. Faut être réaliste. Et que le souci, je pense, alors dans le domaine hospitalier, ça partait tellement cacahuète de partout que partir, mais où? Alors après, je pense qu'on se met aussi beaucoup parce que je le vois maintenant, hein, que je suis complètement sortie de tout ça, j'ai un regard beaucoup plus, enfin, beaucoup plus éclairé. En fait, on se met des œillères, je pense. Et en fait, on avance et non, mais il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça. Et moi, je pense que ce qui a été dur, c'est que je suis d'une génération qui pensait que le jour où elle a eu son diplôme, je ferais toute ma carrière. Et là, badaboum, eh ben, plus de 40 piges, bah, la vie, elle vous dit autre chose. Donc ça, bah, c'est très, très dur à encaisser. Bah, je pense que c'est générationnel. Enfin, on corrigera, mais moi, je le vois comme ça. Et surtout parce que j'avais un papa qui était fier de sa fille, hein, mais qui pour lui, c'était, bah, t'es fonctionnaire, donc c'est bien, c'est chouette, t'es fonctionnaire, reste fonctionnaire, faut pas démissionner. Et un jour, comme je lui ai dit, le fameux service qui a fermé du jour au lendemain, je lui ai dit, tu sais, fonctionnaire, c'est plus du tout une garantie, quoi. Je lui ai dit, parce que moi, mes collègues, en fait, bah, ils ont eu un choix à faire, hein, entre la peste et le choléra. Donc, ceux qui avaient un projet de réa, c'était bien pour eux, parce que ça l'a propulsé rapidement. Mais ceux qui en avaient pas, ben, en fait, ils ont pas trop trouvé le choix. Et les collègues qui, eux, étaient en CDD, bah, ça a été réglé, hein, CDD, merci, au revoir, quoi. Donc, si t'appelles ça une sécurité, ben, voilà, non, c'est ça que je vois. Et puis, parce que je pense qu'on s'attache à je sais pas, des choses qui étaient vraies avant et qui ne le sont plus, quoi. Aujourd'hui, je suis plus fonctionnaire et franchement, le jour où j'ai officialisé ma démission, ça a été une délivrance. C'est fou, mais j'aurais jamais pensé. Parce que là, maintenant, bah, je me sens libérée et bah, voilà, bah, j'irai voir. En fait, j'ouvre les yeux et je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Mais il faut juste accepter de les voir. On va arriver au terme de notre échange. Ça fait déjà 1 heure. Et en fait, j'aurais envie de te poser plein de questions, plein d'autres. Il y aura plein d'autres moments dans ta vie, en plus, qu'on n'a pas abordé, hein. La suite, une fois que tu as craqué, comment tu t'es relevé, que tu as fait un parcours aussi de reconversion, par ailleurs, qui aurait été très intéressant. Mais on n'aura pas le temps de développer. Mais par contre, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager, que tu n'as pas eu le temps de dire par ailleurs? Et je laisse ouvert ce dernier échange sur ce que toi, tu as envie de partager par ailleurs. Eh ben, il faut oser, 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 il faut y aller. Et parce que c'est vraiment les mots de la psychologue qui m'a encadrée. Et c'est vrai que, ouais, il faut oser, faut casser, en fait, enfin, tout, ouais, ce côté, enfin, oui, j'étais là, je peux pas partir, je peux pas faire autre chose. En fait, tant qu'on se dit ça, en fait, bah non, on rendra jamais possible. En fait, si on n'essaye pas, de toute façon, il y a toujours un moment une prise de risque à prendre, hein. Après, bah, il faut essayer de la prendre la plus sécure possible. Ouais, s'il y a des envies de faire autre chose, bah, je crois qu'en fait, si on est convaincu, bah, faut y aller et il faut se faire confiance. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est faisable.
Mais merci pour ce message d'espoir aussi et de dire, bon, voilà, il y a une sortie qui soit possible aussi à travers ces événements-là. Moi, de ce que je voulais dire et de ce que j'ai entendu à travers ton témoignage, ça reste une professionnelle très engagée qui avait des valeurs et qui d'un coup, à force de petites contraintes les unes avec les autres, avec des services qui étaient exsangues, qui étaient avec toutes les difficultés aussi de la reconnaissance de ta profession, c'est-à-dire les problématiques internes à l'hôpital qui survalorisent le rôle des médecins et oublient aussi qu'il y a des infirmières et qui ne rendent pas considération complètement tout le travail Ouais. que vous pouvez accomplir Ah par oui, ailleurs. parce que la petite parenthèse, la troisième déception, c'est que quand j'ai accompagné ma grand-mère, bah, quand on a su le dimanche que voilà, on allait l'accompagner jusqu'au bout, moi je me suis débrouillée avec mes collègues parce que je travaillais le lundi. Sauf que quand c'est un accompagnement, vous savez jamais quand la personne elle va s'en aller et c'est toujours la grande question. Je me souviens que bah, ma chef en fait m'avait pris la tête et je lui ai dit mais après sur une évaluation où ça s'est effondré aussi. Mais voilà, là où j'avais eu vraiment les boules entre guillemets, c'est que moi je demandais juste à avoir ma journée pour être auprès de ma grand-mère et être là le jour où elle allait s'en aller parce que c'est quelque chose qu'on faisait de manière régulière dans le service d'accompagner des familles machin et on était là machin et en fait bah moi là où ça a été super dur c'est qu'en fait bah c'est moi qui suis concernée aujourd'hui, j'aurais juste besoin en fait d'avoir mon jour, je me suis débrouillée avec mes collègues, on est sécure, c'est bon machin et ben en fait je me suis pris une charge. Voilà. Bah, c'est chouette. Donc ouais, ça a été le énième truc qui a fait que, ouais, dans les déceptions, voilà, de quelque chose que je portais, haut dans mon cœur, bah, finalement, toute l'équipe, ouais, au bout d'un moment. Et après, tout ce qui est dommage à travers ce genre d'histoire, bah, c'est que cette professionnelle, du coup, elle a dû quitter cet emploi pour vivre une nouvelle vie parce que ce n'est plus possible dans cet environnement-là. Ta technicité que tu avais déployée, ton professionnalisme, du coup, Je sais pas si c'est ce que moi j'ai souvent dit après dans ma deuxième vie professionnelle dans le service à la personne, souvent c'est ce que j'ai expliqué à mes clients. Dire en fait, je pense que les gens n'ont pas conscience que voilà, c'est toute l'expérience de cette technicité, bah, elle est en train de foutre le camp, quoi. Et c'est dommage parce que je sais pas, en France, on a, je pense, un super système de santé. Il y a des compétences, enfin et en fait, ben petit à petit, c'est en train de s'étioler et je trouve ça. Mais bon, après voilà, moi j'ai toujours raisonné en me disant maintenant, bah ton bagage, c'est toi qui l'as avec toi. oui. C'est eux qui l'ont plus. Voilà. Donc, on ira le mettre à profit ailleurs. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.